Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien. J'expliquais à Charlotte Cruz que je reviens tout juste de la plage. Ce matin, ça y est, là c'est la bonne saison. Là, le soleil se lève pas trop tôt, il se lève vers 6h48 ce matin. Et donc comme je suis réveillé tôt, moi je suis réveillé à 5h30, c'est l'occasion pour moi de partir en vélo et d'aller commencer ma journée avec le lever du soleil et de faire mes exercices de yoga, d'étirement, de relaxation, de méditation face au soleil. Et c'est un beau cadeau. Et donc là, c'est vraiment c'est quasiment le début là. Donc dès que je peux, je prends mon vélo le matin et je vais à Carnon-Plage. Je sais pas si vous connaissez, dans le coin, c'est à côté de Montpellier. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc là, je reviens de tout ça. Après, j'ai l'occasion de pouvoir continuer en fait à travailler sur place parce qu'il y a un bar qui donne les pieds dans le sable, ce qui est quand même très sympa. Et donc je suis revenu là exprès pour échanger avec Charlotte. On va parler de plein de choses. On va parler de bonheur, on va parler de voyage. Alors je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais en fait tous les entretiens, moi je ne les prépare pas. Tous les échanges que je peux avoir avec ces différentes personnes, je ne les prépare pas parce que j'adore le côté spontané, peut-être que ça se ressent. Deuxième chose, on est en train de préparer et ça approche très vite. Dans 2 mois, il y a le 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On a hâte de tous vous y retrouver. C'est vraiment un chouette moment, ça fait du bien. C'est une fois comme ça dans l'année, on va être à peu près 700 personnes sur place. On est face à la plage, donc on est en plein juillet, donc ce qui est cool, c'est que pendant les pauses, on va pouvoir aller se baigner. Je pense notamment à la pause déjeuner. Et puis, c'est surtout passionnant. On a 10 conférenciers vraiment passionnants. On a 40 exposants cette année et puis 8 ateliers participatifs pour que vous puissiez vivre des expériences, tout simplement, pour que ça passe à travers le corps. Parce qu'il me semble que c'est l'un des meilleurs outils en termes d'apprentissage. Et au-delà de ça, c'est 700 personnes qui viennent des 4 coins de la France partageant des valeurs communes. Et ça fait du bien. Ça redonne foi en l'humanité. C'est quelque chose que j'entends très souvent pendant le congrès et après le congrès. Et moi-même, pour le vivre aussi, j'adore me retrouver avec des gens qui sont un peu comme moi. Je vous montre une vidéo qu'on a réalisée en 2023. C'était la première édition. Comme ça vous montre un peu l'énergie et à quoi ressemble le congrès. Et on se retrouve tout de suite après. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. C'est quoi le bonheur pour vous ? Une vraie question puissante. Je vous invite à y réfléchir si ce n'est pas encore le cas. Sinon, on se retrouve au congrès. C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est le 12-13 juillet. Si vous voulez prendre vos places, il en reste 130, je crois. Vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez tout de suite sur le site. Je vais faire apparaître Charlotte. Hop là. Salut Charlotte. Salut. Comment vas-tu ? Super bien.
Ouais. Tu es où, toi, en France? Je suis pas très loin de chez toi. Moi, je suis dans les Cévennes, au nord de la plage, à oui. 1h30 à peu près, ouais. Ok, Et où ça? c'est un peu le même rituel, mais c'est en version rivière qui coule au fond du pré, là, dans le jardin. Trop bien. On a la petite cascade le matin ou en fin d'après-midi pour aller se ressourcer. C'est bon, ça? C'est où, précisément? Je suis à côté de Saint-Hippolyte-du-Fort ou La Salle. Okay. Ah oui, je connais très bien. Okay. Bien isolé et bien heureux. Okay. Tu dois connaître la Scouch? Non. Ah, tu connais pas? Ah, c'est un lieu de retraite, un lieu qui accueille des stages. La Scouch, c'est juste à côté de La Salle. Ah ouais, bah non, je connais pas. C'est étonnant parce que du coup, moi, je fais mes retraites et mes stages donc dans des lieux autour, mais j'ai pas connaissance de celui-là. C'est vraiment juste à côté. C'est à 10 minutes en voiture, un truc comme ça. Bah écoute, une nouvelle piste à aller découvrir sur ces lieux d'accueil. C'est très sympa, c'est grand, la nana est vraiment top. Voilà, la Scouch, tu vas trouver facilement si tu tapes dans un moteur de recherche. Merci. Je t'en prie. Charlotte, ça passe très vite 1 heure, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Alors oui, qui je suis? Je m'appelle Charlotte. J'ai la chance de vivre dans les Cévennes et de vivre de ma passion, c'est-à-dire les mots. Donc j'écris des livres pour enfants, pour adultes, on crée des jeux et je fais écrire les gens via des ateliers d'écriture, des résidences et de l'accompagnement individuel pour transformer tout manuscrit en livre qui sera lu. Et l'idée, l'objectif global de toutes ces actions créatives, c'est d'amener les gens vers plus de bonheur à travers les ateliers d'écriture, les jeux de cartes, la lecture pour enfants, pour adultes, et de permettre à chacun de venir chercher dans toutes les expériences que j'ai pu vivre des petites pistes à suivre, chacun avec ses méthodes, parce qu'il y a autant de méthodes que de personnes sur Terre, mais juste de montrer des portes, de donner des petits bouts de ficelle pour aller démêler un peu les nœuds émotionnels qui se passent en nous, notre rapport au monde, et être plus aligné, plus heureux, plus passionné et nager dans le bonheur. Excellent. C'est quelque chose qui nous unit, le bonheur. Hein. Je sais pas si tu as vu mon film, C'est quoi le bonheur pour vous? Et non, j'en ai entendu parler, il est sur la to-do list, mais il n'est pas remonté encore. Alors tu le trouveras sur YouTube maintenant, il est en accès gratuit sur YouTube. Parfait. Ouais. Et, alors c'est rigolo parce que tu sais, j'ai entendu parler de toi quand j'étais chez Inexploré à l'INRES. Il a dû te le dire, ouais. C'est Thierry qui m'a dit, ouais. Et il me dit, voilà, il me parle de toi, il me parle de ton bouquin. Je dis, mais c'est trop bien, il faut absolument que je l'interviewe. Parce que, certes, le bonheur, tu vois, je pense que c'est une question qu'on se pose depuis des lustres, voire des siècles. Mais finalement, moi, dans mon quotidien, je rencontre pas forcément des acteurs un peu comme moi, tu sais, qui ont pris ce sujet vraiment à bras-le-corps et qui le portent avec les années. Donc, j'aime bien me dire qu'on va pouvoir échanger là-dessus. J'ai vu à travers ta biographie que tu as voyagé aussi. Apparemment, tu as bien voyagé, un peu comme moi. Et j'aimerais bien avoir ta perception. Quand tu voyageais comme ça à travers les pays, tu pourrais nous expliquer d'ailleurs ton trip, qu'on comprenne pourquoi tu es parti comme ça dans une 40aine de pays, si je comprends bien. Est-ce que tu évoquais cette notion du bonheur avec les gens que tu croisais? Eh ben, étonnamment, oui. En fait, mais à l'époque, en fait, où je suis partie voyager, j'ai commencé à voyager, j'avais 24 ans. J'ai décidé de prendre ma retraite parce que je travaillais à Paris. Comme tu mets dans le titre, après avoir fait Sciences Po, je travaillais à M6. Enfin, c'était un peu assez tracé. Et les événements de la vie ont fait que cette jeune femme de 24 ans qui était moi-même a mis un petit coup de pied dans la fourmilière et a décidé de faire le pas de côté pour, en tout cas, vivre ses rêves à elle. Et donc, je le conscientisais pas du tout, mais chacun des pays que j'ai traversés, visités, dans lesquels j'ai habité, parce que j'ai beaucoup habité, vécu dans des pays assez longtemps, était en train de nourrir mon bonheur et m'apporter une nouvelle vision, des petites phrases, ce que j'appelle des petites claques de vie, là, des petites prises de conscience, tac-tac, sur qu'est-ce qu'est la vie, quelle est ma place au sein de cette vie et de ce monde-là. Mais sur le coup, avant l'Inde, je conscientisais pas du tout ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, oui, aujourd'hui, tu vois, j'ai une phrase par pays. Par exemple, l'Irlande, qui est là où je suis partie à 24 ans, qui est là où tout a commencé. Il y a un vieux monsieur dans un pub qui m'a dit « We're not here for a long time, but for a great time ». On n'est pas là pour passer un long moment, mais pour passer un bon moment. Et c'est ce que j'ai dans mes conférences. Je ne saurais jamais s'il parlait de la bière qu'on était en train de boire ou de la vie en général, mais en tout cas, moi, c'est venu me percuter sur la vie. Et c'est une des premières pierres qui a fait que j'ai pu continuer comme ça. Et puis, quand j'ai vécu en Inde, j'avais pris l'habitude, et c'est là où ça rejoint un peu le projet, c'est que je posais les 4 mêmes questions à tous les gens que je rencontrais.
mais que ce soit le grand brahman, le geisha, l'interprète du Dalai Lama avec qui j'ai fait le livre qui m'a amené chez Inexploré, ou le vendeur de chai qui avait 8 ans, ou les compagnons de voyage, ou n'importe qui, et c'était les 4 mêmes questions. Et du coup, je récoltais les réponses. Alors, c'était pas orienté sur le bonheur, mais c'était, tu vois, la première, c'était qu'est-ce que tu possèdes? Et en fait, de poser ça à des gens dans le monde entier, c'est très étonnant les réponses qu'on a. Quels seraient tes regrets, à quoi tu pries? Et en fait, ça me permettait comme ça de dresser des profils. J'en ai jamais rien fait, mais je les gardais dans des carnets et je trouvais ça fascinant de voir les différences de réponses, surtout sur le qu'est-ce que tu possèdes. Et ça donnait beaucoup sur l'état de bonheur des personnes, en fait. Ouais, je trouve ça intéressant comme question. Ouais. C'est pas commun. Qu'est-ce que tu possèdes? C'était quoi ton idée derrière la tête? T'étais en plein cheminement autour du côté matérialiste de notre société. Ouais, ça, en fait, quand je suis arrivée en Inde, au nord de l'Inde, j'étais à Dharamsala. Je travaillais là-bas, donc je vivais dans une maison et en fait, on s'est retrouvés, on n'avait rien. Il n'y avait pas d'internet, l'électricité coup-ci, coup-ça. Et en fait, c'est là où on était une équipe de entre 5 et 10 Français, ça dépendait des périodes. Et en fait, je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience. Quand tu n'as rien et qu'il n'y a rien à faire, c'est là où tout peut jaillir et tout peut créer. Et c'est là où tout a commencé. C'est là où j'ai rencontré mon amoureux aujourd'hui, qui est l'illustrateur avec qui je fais tous les livres. Et c'est là où on a commencé à créer ensemble. Mais pas que nous, enfin tout le monde, en fait. Et c'est vrai que quand on voit les parcours des gens qui étaient avec nous, ils sont quand même tous plutôt dans une voie qui leur correspond et qui les passionne. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils font globalement? Eh ben, il y en a une qui est graphiste, l'autre qui fait de la musique, qui est DJ. Il y en a une qui vient de relier avec un projet qui s'appelle Pastis Momo, si vous voulez aller voir, Dharamsala à Avignon à vélo. Elle est partie toute avec une amie à elle pendant 9 mois sur les routes. Et voilà, il y en a un qui travaille dans le bois. Enfin, tout le monde a un peu suivi ses vocations et ça nous a permis en tout cas de mieux savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a vraiment envie et qu'est-ce qui nous nourrit quand il n'y a pas le consumérisme pour le faire. Et donc, on était en train de se détacher de toute cette matérialité. Et du coup, la question « qu'est-ce que tu possèdes ?» elle était intéressante. Et nous, on se la posait régulièrement et de voir aussi l'évolution de nos réponses. Ce que je possédais à 24 ans n'a rien à voir avec ce que je possède aujourd'hui et n'aura rien à voir avec ce que je posséderai dans un futur. Et les réponses étaient très pragmatiques? C'était vraiment de l'ordre du matériel? Ça dépend. Il y a des gens qui me répondaient, moi je possède ma femme et mes enfants. Wow, Et oui, on demandait à tout le monde. J'ai demandé la question à plus de 200 personnes, je pense. Et il y en a qui disaient mes pensées, mon corps, mes choix, ma maison, une voiture, les 40 pays que j'ai traversés. Donc ça allait vraiment, c'était très varié. Mais je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'était ma femme et mes enfants. Là, je me suis dit, on est... Tu m'étonnes. Et là, c'était où? Parce que peut-être que c'est culturel. Hein. C'était où? Là, c'était des hommes avec qui je voyageais dans le train. J'ai fait 30 heures de train toute seule. Et en fait, quand je suis arrivée, c'était des couchettes. On était 6 et ils étaient 6 hommes dedans. Et donc, je me suis dit, on va poser mes questions directes, histoire de créer un lien. Et donc, eux ont tous répondu, leurs femmes et leurs enfants. Mais c'était où? Dans quel pays? En Inde. Ah, c'était en Inde. Okay. Ouais, c'était dans le train entre Dharamsala et Varanasi, précisément. Ah, est-ce que tu en sais plus derrière? Est-ce que c'est culturel de penser comme ça là-bas? Je sais pas, je pense que là, c'était plutôt individuel, en fait. Même comme en France, tu demandes à 3 personnes qui vivent dans le même village qu'est-ce qu'ils possèdent. Je pense que c'est vraiment une réponse qui permet de faire réfléchir chacun sur qu'est-ce qu'on emmène. En Irlande, ils ont un poète qui a fait une sculpture. Parce qu'en Irlande, j'étais guide touristique, donc je faisais des tours d'Irlande toutes les semaines en emmenant des bus. Et il y avait une sculpture et ça s'appelait Les Habits du Paradis. Et c'était un homme en pagne. Et l'idée, c'est qu'il y avait un banc en face de lui, de cette sculpture. Et c'était de s'asseoir sur le banc et de réfléchir qu'est-ce qu'on emmènera au paradis. Toujours avec leur culture qui est plutôt catholique, parce qu'on est en Irlande. Qu'est-ce que tu emmènes au paradis? Et il y avait une valise vide à côté. Et l'idée, c'était de s'asseoir et de réfléchir qu'est-ce que tu mets dans la valise. Et ça reprend un peu le même concept de qu'est-ce que tu possèdes, en fait. Qu'est-ce qui reste derrière? Et je le devais faire à tous mes groupes et c'était assez intéressant comme exercice. Et c'était du coup très individuel ce que mettaient les gens dans leur valise à l'échelle de 300-400 touristes sur une année, qui sont un peu de la même culture, même catégorie sociale, qui viennent passer une semaine ensemble. Et même là, les réponses étaient très, très différentes. Ouais, ça m'étonne pas, mais c'est un peu comme la question « c'est quoi le bonheur pour vous ?» En fait, j'ai remarqué que si on était 8 milliards, il y avait peut-être 8 milliards de définitions différentes. Ouais. Exactement, et 8 milliards de manières d'y arriver. Après, pour moi, il y a une source, il faut comprendre comment ça fonctionne dans le mécanisme de notre cerveau pour savoir comment fonctionne le bonheur et qu'est-ce que c'est. Mais après, la manière d'y arriver, il y en a autant que de personnes. Du moment qu'on essaie, on finit par y arriver. Tu es en train de sous-entendre que tu as décrypté comment y arriver? Non, j'ai décrypté ma voie, comment y arriver. Moi, ce qui m'a fait du bien dans tout ce que j'ai pu rencontrer. En fait, à travers les voyages, c'est vrai qu'avec Charlie, on a eu la chance d'aller côtoyer des sages, des moines tibétains, des sages de plein de catégories, des brahmanes indiens.
Et puis des chamans péruviens, et puis des soigneurs, et plein de voyageurs qui ont leur sagesse à eux, et plein d'anciens qui ont leur sagesse à eux, des gens qu'on rencontrait juste au bord de la route et avec qui on échangeait. Et du coup, ça nous a permis de nous poser beaucoup de questions, de beaucoup nous réadapter, de nous remettre en cause tout le temps. Et donc, on a trouvé... Moi, j'ai trouvé, en tout cas, dans les paroles du Geshe, un chemin qui me fait beaucoup de bien et qui est adapté à ce qu'on vit aussi. Parce que l'idée, c'était d'aller chercher des savoirs sur le bonheur qui sont complètement déconnectés de ce que vit un trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire en Occident. Ça ne sert pas à grand-chose pour aider les gens autour de qui on est et nous-mêmes. Et donc là, c'était vraiment d'aller chercher toutes ces bribes de savoir et de malaxer à une vie en France et de voir en fait ce qu'en sort. Et moi, ce que j'ai trouvé me convient et je trouve ça assez puissant et inspirant. Et puis, ça se cultive à chaque moment. Celui qui dit qu'il est arrivé au bout du chemin, je pense qu'il peut recommencer. C'est quotidien. Bah oui. Pour moi, c'est tout l'avantage du voyage. Hein. Tu retrouves quand même beaucoup ça sur les personnes qui voyagent, qui se donnent les moyens, en tout cas, de partir, pas forcément à l'autre bout du monde, hein, d'ailleurs, mais déjà d'être dans le mouvement et d'aller se confronter à d'autres réflexions, d'autres cultures. Ouais, juste l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, il peut être au bord du village. Hein. C'est sûr, il y a une phrase qui dit que voyager, c'est aller de soi à soi, à travers le regard des autres, et toujours plus profond. Et en fait, c'est ça, on va se mettre dans des situations. Et après, voilà, nous, on a eu la chance d'aller vivre dans des cultures qui sont complètement opposées de nôtres et d'y vivre entre Charlie, il a passé 3 ans en Inde, moi 1 an et demi, et après 1 an et demi au Pérou. Donc, vraiment être intégré dans ces cultures-là et partager leur quotidien jusqu'à temps que notre esprit switch et adopte leur normalité comme étant la nôtre. Et c'est là où ça devient super intéressant de voir à quel point le cerveau et nos pensées peuvent être modelées, modifiées. Et le plus dur, après, c'est de ramener cet état de félicité qu'on a là-bas, parce qu'on est déconnecté de tout, de le ramener dans un quotidien en France, avec les challenges quotidiens de faire famille, de travailler, tout ce qui nous anime en tant qu'humains vivant en France aujourd'hui. Oui, puis avec tout le côté anxiogène, cet accent qu'il y a sur la peur aussi en France, qui est quand même bien présent, enfin, d'une société très différente. Ouais. Ah oui, nous, on a tout coupé, hein, parce que c'est ce que j'ai dans mes conférences, en fait. Okay. Si moi, je suis incapable de résister à cette angoisse, à cette anxiété, et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de couper. Mais en fait, le plus dur, c'est juste de se dire, je vais couper. Et une fois que c'est fait... de toute façon, on est quand même toujours au courant. Les gens appellent, pour donner des grosses nouvelles, mais... c'est ça, ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Ouais, moi, alors, je dirais pas tout couper parce que comme tu le dis, je vois bien en fait, tu vois, quand je me balade, en fait, l'information, elle arrive à toi que tu le veuilles ou non. Donc, mais ma démarche n'est pas d'aller la chercher, mais elle arrive en fait. Et en tout cas, dans des espaces qui nous est le foyer, la maison, pas laisser rentrer. Oui. Il y a pas on n'est pas connecté aux infos de aucune sorte qui ce soit. Après, on vit le monde. Hein. On a des magazines comme le tien sur lesquels on est abonné, mais on vient choisir. On a un écran, on regarde des films et des séries de temps en temps, mais la démarche, c'est on choisit ce qu'on met à l'intérieur de notre cerveau. Et non pas on laisse un programme. Parce que moi, mon métier, c'était de programmer ce qui se passait à la télé, et c'est parce que du coup, j'ai vu les ficelles et les coulisses, et c'est hors de question que je laisse ça se passer dans mon cerveau. Et comme j'arrive pas à résister, s'il y a une télé allumée. Et je suis comme ça parce qu'il y a un truc hypnotique. Okay. Non, ça n'a pas. Et ça ne nous manque pas du tout. C'est intéressant, ça. Tu as vu, comme tu dis, l'envers du décor. Hein. Ah bah oui. Et ça, c'est vraiment la chance que j'ai eue. C'est que j'ai été dans tellement des environnements différents. Et j'ai tellement dû m'adapter, que ce soit Sciences Po, BFM, M6. Et puis juste après, j'allais en Inde. Et après, quand je rentrais d'Inde, j'étais dans des hôtels 4 étoiles avec des groupes de touristes en Irlande plutôt aisés. Et puis je revenais en Inde dans une maison où on vivait pieds nus, on n'avait rien, il y avait des trous dans les fenêtres. Et en fait, d'avoir fait ce va-et-vient, ça m'a vraiment appris en fait à voir qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, dans ma tête, comment l'environnement influence ce qui se passe dans mes pensées. Et du coup, d'avoir juste le courage de dire, mais en fait, comme j'arrive pas à résister, je suis très honnête et je ne peux pas résister à la tentation. Dans ce cas, je le mets pas. En tout cas, pour les nouvelles et la télé, ça a été facile et immédiat comme choix, quoi. Est-ce que tu considères qu'à l'époque, tu disais que tu avais 24 ans, tu cochais toutes les cases de ce qu'attend la société de nous? Ouais, c'est ça. Okay. J'étais bonne à l'école, j'avais mon petit appart à Paris, j'avais un chéri, je venais d'être recrutée chez BFM. C'était le Graal, c'était tracé. De toute façon, le recruteur de BFM m'avait dit, voilà, ta carrière, elle commence là, et puis tu vas manger BFM, vivre BFM. Ça m'a fait un peu peur. Et là, je me suis dit, je vais plutôt essayer d'aller vendre de la bière ou élever des moutons en Irlande. On a changé de stratégie.
Et après, déjà, à Paris, j'ai vécu 1 an et demi et ça a été pour moi une expérience où c'était compliqué pour moi de vivre à Paris. Et pourtant, j'ai grandi à Montpellier, donc j'ai pas non plus grandi à la campagne, hein, mais... Ouais, c'est très différent. Pour le coup, moi, grandi 34 ans à Paris et là, 12 ans à Montpellier, je peux dire, c'est quand même pas pareil. Hein. Bah non, mais c'est sûr. Hein. Mais après, moi, c'était le côté déshumanisé. Je me rappelle m'être dit... En fait, je voyais plus les SDF, les gens dans la rue, je les voyais plus. Et le jour où je me suis rendu compte que je les voyais plus, je me suis dit, wow. Parce que quand je suis arrivée, j'étais hyper choquée par toute cette pauvreté. On parle tu vois, des pays comme l'Inde en disant c'est très pauvre, mais en fait, se balader dans Paris, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes échelles, mais il y a de la pauvreté et une violence de classe sociale qui est très visible, quoi. Et le jour où je l'ai plus vu, ça a été un des trucs où je me suis dit, wow, si tu restes là, ça va faire bizarre. Ok. Et voilà, j'étais partie une semaine en Irlande en vacances et j'avais trouvé ce pays magnifique et les gens merveilleux. Et à l'époque, c'était vraiment pas cher du tout de vivre là-bas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ah ouais, ça a changé. Ouais. Et du coup, j'ai pris un sac à dos et puis je suis partie. Je pensais y rester 3 mois, je suis restée 6 ans. Et après, je suis partie en Inde. Et puis après, de l'Inde, on est parti au Pérou. Pareil, je pensais y rester 3 mois, je suis restée 1 an et demi. Et puis après, je suis tombée enceinte et là, on s'est dit, on va déposer notre fille sur la terre là où on est né. C'était important pour nous de rentrer. Et la question, c'était où en France? Parce que moi, après 10 ans de voyage, j'avais quand même a priori. Et puis, on a trouvé la terre des Cévennes, qui est merveilleusement accueillante, très belle et qui correspondait un peu au côté alternatif, circuit court, enfin à tout ce qu'on défend et qui fait sens pour nous, quoi. Et l'environnement dans lequel on veut bien faire grandir un enfant, quitte à avoir un enfant. J'avais entendu cette punchline quand j'étais arrivé ici des Cévennes, comme quoi c'était un village d'irréductibles. Ouais, c'est un peu ça. J'aime bien l'idée, ouais. Et c'est surtout que c'est une terre où il y a... Là, la dernière fois que je suis montée à Paris pour faire les interviews, je dormais chez des amis qui me disaient « Oui, mais nous, on a la culture. » Mais en fait, à Paris, mais ici, c'est une culture de dingue. En fait, il y a des spectacles tout le temps. C'est partout. C'est impressionnant, le dynamisme. Et en fait, comme c'est des terres où il n'y a pas forcément de travail, chacun vient avec son activité. Et là, ce qu'on disait, dans le village, il y a 2-3 auteurs, il y a des cinéastes, il y a des producteurs. Enfin, en fait, il y a une richesse. Il y a des circassiens. Et les enfants grandissent dans cette espèce d'émulsion culturelle locale et c'est tout ça doublé d'un paysage merveilleux. Ouais. Je voudrais faire de la pub pour les Cévennes, c'est fantastique. Ouais, à fond, mais voilà, on est très heureux là et il y a une simplicité de vie qu'on retrouve et qui est très agréable. Oui, puis pour terminer là-dessus, je trouve aussi, tu aimes bien la rando aussi, je trouve que c'est un terrain de jeu en termes de randonnée qui est top, quoi. Ouais, c'est assez. Je me suis pas encore trop mis, mais là on va partir en âne avec l'âne de la voisine. C'est quelques jours en bivouac et ouais, ça va être sympa. Alors, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit pour qu'on se cale en termes d'échelle de temps. Donc, tu disais que tu avais 24 ans à l'époque. Il y a du temps là qui s'est écoulé. Là, tu as quel âge? Là, j'ai 36 ans. Tu as 36 ans, ok. Donc, ça fait 12 ans. Et pendant tout ce laps de temps, tu étais tout le temps en mouvement, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, finalement, là, tu t'es posé il n'y a pas si longtemps en France. Il y a ma fille à 5 ans, donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ok. On est rentré, j'ai été à 5 mois de grossesse et du coup, j'ai eu la chance de faire les débuts avec une sage-femme péruvienne et encore là, apprendre plein de choses sur la parentalité, l'accouchement qui était complètement différent des messages qu'on a ici. Et tout ça, en fait, à chaque fois, c'est aller chercher des messages différents. Et la vie a vraiment fait que j'ai pu être exposée au bon moment, aux bonnes personnes pour emmener ici. On peut se poser la question, tu sais, ça peut faire rêver beaucoup de personnes de t'entendre, tu sais, voilà, j'ai voyagé pendant 10 ans, pendant 12 ans, j'étais dans tel pays, je suis resté tant de temps. Et souvent, je trouve qu'il y a des questions qui reviennent du style, ok, mais tu faisais comment? Tu avais de l'argent? Tu travaillais? Tu vois? Tu faisais comment? Eh ben alors, il y a 2 choses. Bon, en Irlande, j'ai monté mon entreprise de rédactrice. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que j'ai 5 ans, j'écris. Okay. Et j'ai vu que je pourrais pas devenir autrice à succès directement. Donc, j'ai monté une agence de copywriting. Donc, j'ai toujours eu ce statut qui me permettait d'écrire des articles pour des sites internet. Alors, j'ai fait des trucs pas très intéressants, 150 descriptions d'aspirateurs. À l'époque, il n'y avait pas l'intelligence de faire à notre place. Donc, mais c'était rémunérateur. Et après, j'ai commencé aussi à être payée pour voyager, donc pour des blogs de voyage qui m'ont envoyé en Croatie faire des articles sur 5-6 villes pendant 2 mois. Donc, ils me payaient tous mes frais. D'accord. Et après, en fait, comme j'étais guide, moi, je travaillais l'été en Irlande. Et donc, sur ma saison, je remplissais assez d'argent pour garantir mon hiver. Et puis, alors, autant vous dire qu'en Inde, ça me coûtait absolument rien puisque j'étais nourrie et logée en échange de mon travail, donc je payais mes billets d'avion. Et après au Pérou, on était parti pour travailler, pour faire un site internet pour une communauté d'artistes. On n'a jamais fait de site internet, il se trouve que c'était des chamans qui travaillaient avec les plantes médicinales qui nous ont pris sur leurs ailes.
Moi, il me restait un peu de côté, mais en fait, quand on a besoin de rien, quoi, du moment qu'on n'a pas de logement à payer, on s'en est toujours sorti avec très, très peu. Et puis, on faisait des bijoux, Charlie faisait des dessins qu'il vendait, enfin, on s'est débrouillé comme ça. Et puis, j'avais quand même le confort de me dire que tous les étés, je repartais pour travailler en Irlande, remplir les caisses. Et puis, la dernière année au Pérou, j'ai senti qu'il fallait pas que je rentre. Et donc, j'étais en train de monter une agence de voyage en Irlande et j'ai encore bifurqué en lâchant tout au dernier moment. Et en disant, non, en fait, je monte pas à l'agence de voyage et je reste au Pérou. Et puis, j'ai bien fait puisque c'est comme ça que la famille s'est créée quelques mois après et qu'aujourd'hui, on a la vie qu'on a. Et j'entends derrière que tu as un côté très, très débrouillard, ou est-ce que tu as tout le temps été comme ça, avec cet esprit de débrouillardise? Oui, c'est ça, ouais. C'est quelque chose de naturel chez toi, ouais. Ouais, j'ai travaillé quand même en tant que salarié pendant 7 mois et ça a été difficile de... En fait, je déteste l'idée d'être emprisonnée. Et c'est un peu comme toi, tu vois, si ce matin, je décide d'aller chercher 3 morilles au bord de la rivière, je peux me permettre d'aller chercher 3 morilles. Et je donne de rendre de compte à personne et... La liberté. Ça, c'est quelque chose. Ouais, et puis une fois qu'on y a goûté, j'ai eu la chance à 24 ans de voir qu'en fait, je survivais dans un pays où je parlais pas la langue et qu'avec quelques sous au tout début de mes articles que j'écrivais, après, j'ai rencontré un copain là-bas qui nous a aidés aussi, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il se passait rien, quoi. J'avais toujours un toit sur la tête, j'avais toujours à manger. J'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires qui, le jour où il y a grosse catastrophe, je pourrais toujours rentrer. Enfin, j'ai cette refuge de savoir que la porte, elle est ouverte, quoi. Donc, en fait, j'ai pas eu peur. Et puis, quand on le fait 1 an, 2 ans, et après, on se dit, on va le faire au fin fond de l'Inde, et qu'en fait, ça se passe bien. Puis après, on part au Pérou, ça se passe bien aussi. Du coup, on peut le faire partout, quoi. Ouais. Il y a ce tronc commun, je trouve, qui revient quand même souvent du côté débrouillardise. Tu vois, moi, je me considère aussi comme quelqu'un de débrouillard. Et c'est ce que je vois quand même chez les gens qui voyagent assez souvent, qui sont souvent en déplacement. Il y a quand même ce tronc commun. Donc, je suis pas sûr que ce soit un élan naturel. Ouais. Moi, je pense que ça s'apprend. Faut juste, le plus dur, c'est la première décision. C'est le fait de faire les 20 pas qui séparent la carte d'embarquement, enfin le bureau d'embarquement de l'avion. Une fois que tu as les fesses dans l'avion, ou dans le train, tu es direct dans l'énergie. Et après, forcément, j'imagine que ça t'est arrivé, on s'est planté, on a tous vécu des expériences un peu galères. Et en fait, c'est juste le fait de se rendre compte qu'il se passe pas grand-chose de terrible. Et qu'au pire, c'est des petites galères. Mais comme on en a, moi, depuis que je suis rentrée en France, on en vit aussi des galères de sédentaires. Donc, l'un dans l'autre, c'était peut-être moins galère les galères de voyage que les galères de sédentaires. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, tu as du courage. Je dis, non, c'est vous qui avez du courage. Pour moi, je ne pourrais pas vivre autrement. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas des gens qui peuvent voyager et des gens qui ne peuvent pas. Je pense qu'il faut juste faire ce premier pas, là, se mettre dans une voiture, un truc qui roule, un truc qui nous emmène loin. Et une fois qu'on est dedans, en fait, ça se fait tout seul. Oui, je crois qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez extraordinaire. Ouais. Mais ça s'apprend sur le tard. Moi, j'étais pas non plus... moi, je l'ai vraiment appris. Et ça, tout le monde peut le faire. Oui, je pense aussi, ouais. C'est une bonne transition avec l'éducation, qui est un sujet, comme tu le sais, qui me tient à cœur. D'ailleurs, tu me disais en off avec ton chéri, vous avez été abonné au magazine Innovation et Éducation. Vous avez vu, en fait, on va dire ce qu'on a envie de transmettre, en tout cas les idées qu'on a autour de l'éducation. Ça, typiquement, tu vois, cette perception de la vie, ce recul qu'on peut prendre sur la société, le savoir-être, la connaissance de soi. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tout ça, on pourrait nous l'apporter de manière sociétale le plus tôt possible, et idéalement sur les bancs de l'école. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et je déplore que ce soit pas toujours en adéquation avec ce que j'aimerais être. Mais après, moi, ma fille, elle a 5 ans, on s'est beaucoup posé la question école, pas école. On s'est décidé pour l'école. Là, elle est en maternelle. On verra après au fur et à mesure quand ça grandit. Mais moi, je me dis qu'en fait, la part où elle n'est pas à l'école, c'est nous qui lui apprenons ce qu'on a envie de lui transmettre. Oui. C'est surtout elle qui guide, et qu'en fait, ça suffit ça suffit. Dans mon esprit, je me rassure sûrement comme ça, et c'est peut-être le discours d'une maman qui n'est pas sûre du système d'éducation nationale actuel dans lequel elle a mis sa fille, mais qu'en tout cas, ça vient contrebalancer. Et en plus, nous, on a la chance d'avoir une vie un peu quand même atypique, puisque tu vois, l'an dernier, on est parti 2 mois à Bali avec elle pour chercher les contes. En fait, nous, on fait des livres de contes du monde, et donc on part dans des pays et on va récupérer les paroles des sages. Donc là, on a été rencontrer des prêtres, des chefs de village, donc ça veut dire louer un scooter, partir à l'aventure avec la petite devant, vivre dans des familles jusqu'à temps qu'on accepte de nous parler, de nous ramener chez le cousin, de faire la cérémonie chez l'oncle. Et en fait, elle l'a vécu avec nous.
Et après, les hivers, on fait les tournées. Donc, elle bouge et maintenant, elle fait les spectacles. Elle a un petit rôle, elle n'est pas obligée de le prendre, c'est comme elle veut. Elle est soit dans le public, soit sur scène. Donc, je me dis que tout ce qu'on a la capacité de lui montrer et de lui apprendre que finalement, rien n'est grave, qu'on s'en sort tout le temps et qu'en fait, l'adaptabilité pour elle aussi, quoi. Tout ça, c'est gagné. Et ça vient compléter le socle que moi, par contre, je ne pourrais pas lui apprendre. Enfin, je ne me sens pas d'apprendre à lire, à écrire à ma fille. Et là, on en parlait avec son instituteur l'an dernier, de dire il y a un autre truc que je ne peux pas lui donner et que l'école lui donne, c'est 30 enfants dans un groupe pour apprendre à socialement s'intégrer et interagir avec des gens de son âge. Et ça, je ne peux pas. Donc, il faut qu'elle ait vu cette expérience-là et on peut compenser sur ce qui nous semble, nous, important sur les temps où elle est là. Et comme on fait des jeux de cartes aussi avec Charlie, elle teste tous nos jeux pour enfants. Donc là, on avait le jeu des 7 familles chakra émotion. Donc on joue avec elle, on imprime les cartes, elle nous donne des nouvelles, enfin pas des nouvelles règles, mais en tout cas ce qu'elle ressent pour qu'on puisse réajuster. Et du coup, elle grandit dans cet univers de création et elle est associée au truc. Et je pense qu'elle a, enfin en tout cas, elle a l'air de bien aimer. Et je pense que ça lui permet en testant les jeux de vraiment voir là sur les émotions, sur elle, comment ça se passe. On fait des cercles de parole à la maison, donc elle a le droit d'appeler au cercle de parole quand elle veut autant que nous, et des fois elle le fait pour nous en disant non mais là papa, maman, il faut que vous asseyez-vous, faites un cercle de parole. Donc il y a plein de choses qui passent quand même et dont elle en parle avec ses copains et oui, c'est indispensable. Il n'y a que comme ça qu'on changera l'humanité, c'est en s'adressant aux enfants et en leur donnant ce que nous, notre génération, on n'a pas forcément eu et nos parents encore moins. Je veux dire, nos parents, on ne peut pas leur demander aujourd'hui de gérer leurs émotions et de faire la différence de ce qui se passe en eux. Ils étaient en mode survie parce que c'est l'après-guerre, parce qu'il y a une raison. Mais nous, on n'a plus ça. Donc, autant profiter de cet espace de paix qu'on a pour aller plus loin et enseigner à nos enfants à avoir la paix intérieure, maintenant que la paix extérieure est établie en France, en tout cas. Ouais, je suis bien d'accord. C'est marrant parce que c'est vraiment le fruit du hasard. Là, ça fait trois jours de suite où j'interviewe quelqu'un, où on parle d'émotions, mais de manière très différente. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Là. Donc, j'inviterai les gens après, je pense, je laisserai des commentaires qu'ils puissent voir aussi les autres interviews, parce qu'il y a vraiment des connexions entre celles d'hier et d'avant-hier. Et en gros, pour synthétiser, notre postulat avec ces deux autres personnes, c'est de se dire que, bah oui, on est face à peut-être 80% de la population qui ne sait pas gérer ses émotions. Et donc, fatalement, bah, ça a un impact sur nos relations, en fait, sur les liens qu'on tisse. Et là encore, bah, moi, je pense que tout ça, on peut nous l'enseigner, nous l'apprendre, nous accompagner le plus tôt possible. Et donc là, tu as commencé à dire, voilà, on a des jeux, donc des jeux de cartes, si j'ai bien compris, il y a des livres, il y a des contes. Est-ce que tu peux nous développer un peu tout ça? Il y a combien de bouquins? Avec plaisir, ouais. Bah là, il y a les jeux. Je peux les montrer? Bien sûr. Donc, on a créé, ça c'est notre tout dernier sorti, c'est un jeu des 7 familles, parce que chaque famille, c'est un chakra. Et au lieu d'avoir... Ça s'appelle le jeu des 7 familles, chakra, émotion. On a fait simple. Chaque famille, c'est un chakra. Et au lieu d'avoir papa, maman, papy, mamie, les archétypes, c'est les 6 émotions principales. Donc, tu as la colère, l'anxiété, la joie, la sérénité, la peur, la surprise. Et du coup, l'idée, c'est de venir dans la famille chakra couronne. Je voudrais la colère, la peur, la joie pour harmoniser ton chakra. Donc, c'est un jeu collaboratif. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et c'est de venir, on a mis des petits twists avec des cartes mimes, des cartes paroles. Du coup, tu vas mimer la colère dans le chakra de la gorge et ça devient très drôle. Et c'est un jeu qui s'utilise aussi en thérapeutique, toute carte ouverte. Et comme ça, moi, je pose la question à ma fille, tu la sens où? C'est quelle émotion? Et en fait, maintenant, elle arrive à distinguer l'anxiété de la peur, ce qu'elle ne faisait pas au début, et de montrer dans le corps où est-ce que c'est qu'elle le sent. Donc, souvent, la tristesse, ça va être dans la gorge. L'anxiété, elle va venir chercher le ventre. Voilà, donc, c'est un petit jeu qu'on a fait. Et l'autre, c'est le Mémorac. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de mémoire, un jeu d'oracle pour enfants, parce qu'il n'y a pas de phrase et pas de livret. Du coup, c'est juste l'interprétation de l'image qui leur permet, en fait, de voir ce qu'ils ressentent en eux. Et l'idée, c'est de booster l'imagination, parce que c'est un constructeur d'histoire, avec des petites cartes comme ça. Et de permettre à l'enfant, en fait, de vraiment regarder ce qui se passe en lui et de faire ce tout premier dialogue intérieur pour apprendre à s'écouter. Parce que ça aussi, c'est tout nouveau. Avant, on ne prenait pas à écouter son intérieur. Donc voilà, ça, c'est les 2 petits jeux de cartes qu'on a fait. Et puis après, on a la collection des contes du monde. Donc ça, c'est la collection Trésors de sagesse avec les contes péruviens, quechua. Et puis avec les contes tibétains, parce qu'on a eu la chance d'aller vivre auprès des moines bouddhistes à Dharamsala, là où vit le Dalai Lama, et de faire ce livre avec le gouvernement tibétain en exil. Et là, l'idée, c'est vraiment à travers l'outil du conte, tu vois, ces 20 petits contes, aller donner toutes les pistes du secret du bonheur. Donc, tu vois, ça va aller chercher des notions d'équanimité, de détachement, de gestion de la colère, de gestion du conflit, mais adaptées aux enfants, quoi. À partir de cadre, avec toujours le petit conte, l'image. Génial.
Et en fait, ça permet. C'est bien pour les adultes parce que c'est une nouvelle approche aussi. Et quand on parle de compassion ou de karma, on en a tellement dit que des fois, on ne sait plus trop exactement ce que c'est. Et à travers l'outil du conte, on va bien voir qu'est-ce que le karma, comment c'est enseigné aux enfants. Okay. Et du coup, comme ils grandissent, eux, avec des récits comme ça, moi, c'était important de faire grandir ma fille avec des récits qu'on n'a pas forcément en France. Oui. Et des connaissances de soi et de la compassion et de la bienveillance et non pas de la compétition. Donc, c'est assez intéressant, en fait, de voyager dans le monde à travers le conte. Et du coup, aujourd'hui, ça nous permet de voyager pour aller chercher d'autres contes avec elle. Et donc, c'est la chasse au trésor et elle se régale. C'est génial. Parce qu'en fait, vous vivez de ça, hein, si je comprends bien. On vit des livres, après on fait des spectacles. Moi, je suis conteuse, Charlie est musicien, donc on met les contes en spectacle et on tourne aussi donc, dans les écoles, les festivals. Et toujours pareil, le spectacle s'appelle « À la recherche du bonheur » en 3 contes. Et c'est vraiment comment diffuser donc, pour les enfants, puis pour les adultes, parce que moi, j'ai une conférence sur le bonheur aussi. Et le but, c'est qu'à la fin de la journée, toute la famille ait pu avoir son petit temps en individuel, en groupe, et en tout cas découvrir des nouvelles visions de qu'est-ce que le bonheur, et surtout comment est-ce qu'on l'atteint et comment on se défait des pièges, de l'illusion de ce que n'est pas le bonheur, mais qu'on croit souvent que c'est le bonheur. Attends, on va en parler. Il y a une question de Cathy qui nous dit où peut-on acheter ce jeu de cette famille ? Eh bien, sur notre site, pour l'instant, que sur le site, il va bientôt débarquer en librairie, mais pour l'instant, c'est sur le site qui s'appelle La Goutte Créative. C'est toute notre agence de création bienveillante. La Goutte Créative comme la goutte du colibri. Okay. Parce qu'on fait notre part, justement, pour permettre à l'humanité d'aller un peu plus haut vers les sphères du bonheur et de la joie. Donc, okay. La Goutte Créative. Au singulier ? Au singulier. Ok, très bien. Ouais, alors tu disais que tu donnais une conférence sur le bonheur. Ouais, la conférence, c'est reprendre la responsabilité de son bonheur. Pour moi, c'est hyper important, cette notion-là. Parce qu'on nous a déresponsabilisés, de rien, Cathy. Mais moi, j'estime que dans nos sociétés, on a été déresponsabilisés de beaucoup de choses, dont l'éducation de nos enfants et notre accès au bonheur, en disant qu'en fait, le bonheur dépend de beaucoup de choses qui s'achètent. Et du coup, pendant 1h30 de conférence, on va déconstruire tout ça. Et une fois qu'on a fait un peu de place à l'intérieur de nous, on essaye de montrer des portes. Encore une fois, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes dans la salle, et c'est ce que je dis à chaque fois. Mais en tout cas, une initiation pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. C'est quoi le lien entre pensée, passage à l'action, habitude de vie, état d'esprit. Et en fait, aller décrypter comment ça fonctionne. Parce que les gens aujourd'hui qui connaissent le mieux le fonctionnement de l'esprit humain et les mécanismes du bonheur, c'est soit des gens qui sont très spirituels, mais du coup un peu isolés dans leur grotte, dans leur mode de vie, dans leur montagne, soit les publicitaires dont j'ai fait partie et les lobbies politiques dont je devais faire partie. Et ce qu'on nous a enseigné à l'école et à Sciences Po, et ça c'est quelque chose que je déconstruis beaucoup dans mes conférences, parce que c'est de la manipulation d'esprit, mais que eux ils savent exactement quelle pensée va nous faire cliquer, va nous faire avoir quelle action. Et c'est, pour moi, je suis tellement sensible à tout ça que c'est automatique, quoi. Si je vais scroller sur Internet, j'achète un truc, quoi. Donc, une fois, et pourtant, je l'ai compris, donc je le vois, mais je me fais quand même avoir. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, ça, c'est les mécanismes qui sont en place partout dans nos sociétés où on est en permanence stimulé pour acheter des sources de bonheur. Et moi qui ai eu la chance, mais comme plein d'autres, d'expérimenter des modes de vie, et toi aussi dans tes voyages où tu n'as plus cette consommation à portée de main, tu n'es pas plus malheureux, voire l'inverse. Ouais. Et donc venir remettre des possibilités d'accès au bonheur qui ne dépendraient pas de quelque chose qu'on achète. Mais c'est exactement ce que je dis avec des mots différents, en termes notamment de déconstruction. Moi, je parle de déconditionnement. Je trouve qu'il y a vraiment un déconditionnement opéré, peu importe d'ailleurs là où on se trouve sur notre planète. Mais force est de constater que, donc à travers mon regard, mes croyances, que c'est long en fait pour un individu de se déconditionner, quoi. Ça peut être très rapide. Ouais, voilà. Moi, j'ai vécu des expériences où ça s'est passé dans la durée, et puis j'ai vécu des expériences où, en échelle de 8 heures d'une nuit, tu déconstruis vachement vite, quoi. Ça peut. Mais bon, non, ça dépend. Après, tu as toujours un temps d'intégration, c'est ça. C'est ce que me disait la chamane au Pérou. Il y a des gens, si tu veux, avec les plantes médicinales ou n'importe quelle thérapie, ils vont partir à une accumulation de la thérapie, ou même dans la méditation. Après, si tu es attaché à ta posture, et en fait, tu continues à réaccumuler et tu transposes le même modèle à autre chose. Parce qu'en fait, au lieu de consommer de la voiture et des films et des derniers téléphones, en fait, tu vas consommer de la pratique spirituelle. Mais en fait, ça revient au même. Oui. Et dans tous les cas, il faut pour moi fuir tout ce qui déresponsabilise les gens du bonheur. Ça serait quoi, selon toi, tout ce qui déresponsabilise les gens du bonheur ? C'est tout ce qui...
toutes les thérapies ou toutes les techniques ou tous les messages, en tout cas, on va dire, qui vont dire que le bonheur est à l'extérieur. À partir du moment où, pour trouver le bonheur, il faut acheter, participer, faire quelque chose qui est, bon, pas forcément payant, mais si c'est payant, voilà. C'est... En fait, tu sais, c'est l'idée quand on dit, est-ce que soit tu donnes le poisson, soit tu donnes la canne à pêche. Déresponsabiliser du bonheur, c'est donner le poisson. Donc, je vais te donner une pratique qui va faire que tu vas te sentir super bien pendant 10 minutes. Eh ben, allez plutôt chercher les gens qui vont dire, moi, je vais te donner un aperçu, un message qui va te permettre de savoir comment, quand tu veux, tu peux retrouver cet état-là, quoi. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence. Et c'est vrai que, alors, je médite pas quotidiennement, mais quand même, je me suis remis à méditer souvent, et ça a été une grosse partie de ma vie. Et ça, la méditation, enfin, moi, c'est pour ça que ce message, alors, bouddhiste, moi, je suis pas bouddhiste, hein, j'ai pas pris refuge, je suis pas religieuse, mais m'a autant marqué, c'est que la méditation, c'est gratuit, c'est simple, ça se fait n'importe quand, et en fait, ça t'apprend juste, le message, c'est juste, observe ce qui se passe pour plus te laisser contrôler. Ça, c'est une méga canne à pêche, quoi. Après, chacun en fait ce qu'il veut et va chercher ses pistes de méditation, parce qu'il y a encore des centaines de techniques de méditation, mais juste le fait de se poser et d'observer, en fait, tout le monde peut le faire. Et ce qui va se passer à l'intérieur de nous, c'est individuel, et le but, on s'en fiche que ce soit la même chose ou pas, c'est juste d'observer, de voir comment on fonctionne. Et ça, pour moi, c'est plutôt responsabiliser, en tout cas donner les moyens de se connaître. Voilà, contrairement à la pastille magique qui va dire tu vas te sentir super bien, t'inquiète, mais quand il n'y en a plus, il va falloir en racheter, quoi. Ouais, le fameux Doliprane, quoi. Oui, voilà. C'est ça, c'est rapide, c'est efficace. Est-ce que, à travers ton parcours, les découvertes que tu as pu faire pour tendre vers le bonheur, est-ce que tu as remarqué que finalement c'était très simple dans la mesure où il fallait, à mon sens, revenir aux fondamentaux? Pour moi, les fondamentaux, tu sais, c'est l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, tu vois, que ce soit vraiment intégré, implémenté dans ta vie, tu sais, comme une hygiène de vie, comme tu te brosses les dents, que tu prends une douche. Moi, je fais partie des gens qui pensent que si déjà on faisait ça tous, chacun à notre niveau, de trouver vraiment les aliments qui nous conviennent, tu vois, d'avoir du mouvement très régulier en fait dans ta vie, dans la semaine, etc., de faire très attention à tes cycles de sommeil, d'être très souvent aussi dans la nature, tu vois, que c'est ça vraiment dans ta vie, que tu le fasses régulièrement, parce que la régularité, c'est important. J'ai l'impression quand même qu'on serait déjà dans une société très différente. Bah oui, après, nous, c'est la raison pour laquelle on est venu en Cévennes. C'est parce que la nature, on l'a autour, la marche. Bon, je suis pas une grande marcheuse, mais voilà, c'est facile d'aller marcher, de faire son petit marché. Le circuit court, c'est partout. Le bio, l'hyper local, nature et progrès, c'est partout. Et en fait, c'est la norme. On vit dans une région où, comme tu disais au début, ça fait du bien, quand tu parlais de ton congrès, d'être entouré des gens qui sont comme nous, qui parlent notre langage. Ouais. Mais du coup, ici, c'est vraiment la norme, en fait, d'aller faire ses courses au marché, à la bio, d'avoir les légumes qui sont cultivés à moins de 20 km autour, le vin, le pain, la bière, enfin, tout est là, en fait. Et en fait, de ce que tu disais, c'est revenir à ses instincts. Quand tu reviens à tes instincts d'humain, d'être dans la nature, de marcher, de bien manger, de choisir ses aliments. Et pour revenir aussi à l'éducation, c'est tout à fait ce qu'on déconstruit chez les enfants. On en parlait il n'y a pas très longtemps, là, de dire finis ton assiette. Putain, mais en fait, on leur apprend même pas à écouter leur ventre. Ils sentent quand un enfant, il va jamais se laisser mourir de faim. Hein. C'est garanti que quand il a faim, il vous le dit, ou quand il a froid, il va vous le dire. Mais moi, ma fille est tout le temps pieds nus, elle finit pas ses assiettes. Et après, il y a une notion de gaspillage qui est en place, qui fait qu'on retransforme derrière. Mais en fait, on est dans des sociétés où on nous a coupé de nos instincts. Ouais. Et du coup, c'est compliqué pour nous, adultes, tu vois, d'avoir fait ce travail, d'aller se reconnecter avec la nature. Nous, c'est passé par le chamanisme, le voyage, etc. Parce que je ne pouvais pas le faire sur la terre dans laquelle, ici, il y avait trop un contexte, un héritage, mais pas que familial de moi, un héritage culturel et familial trop important. Donc, il a fallu que je parte loin et longtemps pour aller déconstruire tout ça et revenir avec assez ancré en moi pour pouvoir le garder ici et le transmettre à ma fille sur cette terre. Mais oui, se reconnecter à l'instinct, c'est juste la base, en fait. C'est ça, notre élan naturel. Mais ouais, et on sait, le corps, il sait. Et si vous regardez, mais même sur les émotions, si vous regardez un enfant, une émotion, c'est 3 minutes. Hormonalement, physiquement, dans le corps, pendant 3 minutes, ça crache une hormone. Et les enfants, si vous regardez l'émotion, ça monte très fort. Donc, ils nous font monter, nous aussi, en adultes, en émotion négative. Et après, mais 10 minutes après, Lara, on fait ça et tout. Et nous, on est toujours en train de ruminer. Non, mais tu te rends compte, moi, je suis pas redescendue. Et en fait, ils sont complètement connectés à leur instinct. Et ils
ils nourrissent pas en plus la mauvaise pensée derrière, tu vois, c'est passé. Ouais. Et pour la nourriture, c'est pareil. Et pour le sommeil, c'est pareil. Et en fait, on leur dit non, il faut rentrer, c'est à telle heure qu'on mange, on mange tant de quantité, il faut dormir à telle heure. T'as une émotion, il faut la ressentir tant de temps. Et du coup, ça casse tout ça, quoi. Complètement. Parce qu'après, il faut beaucoup de temps pour... C'est un peu dommage, parce qu'après, il faut beaucoup de temps pour reconstruire. Et nous, ce qu'on disait avec Charlie, c'est que moi, j'aimerais donner à ma fille quel est le moins à déconstruire avant d'aller... Elle va forcément trouver un moyen de se construire qui va être différent de ce qu'on a donné, puisque c'est le cycle d'un enfant et on en est complètement conscient. Mais quel est le moins possible à déconstruire? Ouais, ça, c'est l'idéal. Ouais. C'est un peu l'objectif. Et après, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu appelles le bonheur. Tu vois, on en revenait, c'est quoi la définition du bonheur? Oui. Et pour moi, c'est d'avoir la sensation d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, le plus souvent possible. Okay. Et en fait, ça, c'est très simple, tu vois, de cultiver, de se dire, est-ce que je suis bien? Alors oui, je suis bien, donc ok, je suis dans le bonheur, c'est cool. Est-ce que je suis bien? Non, ok. Est-ce que je peux changer? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux pas changer? Et du coup, si je peux pas changer, et je l'apprends à ma fille, c'est anicca, c'est ce qu'ils disent à Vipassana, c'est tout passe, l'impermanence. Anicca. Si je peux pas le changer, anicca, ça va passer. Et juste se remettre dans ce truc de si je suis pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, est-ce que c'est quelque chose que je peux régler? Ok, j'agis pour me remettre dans un alignement. Non, ok, c'est temporaire. Dans ce cas, on va faire au mieux le temps que c'est comme ça. Et juste pour apprendre et transmettre ça, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Tout à fait, ouais. Tu parles des bonnes personnes, ça me fait penser au lien. Tu sais, il y a tu dois la connaître, la plus grande étude d'Harvard qui a été menée autour du bonheur. Pour comprendre les mécanismes, on a suivi, je crois que c'est 1000 personnes pendant 75 ans, ou une centaine de personnes, je ne me rappelle plus du chiffre précis. Pour comprendre les mécanismes, c'est quand même très long, 75 ans. Ouais. Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude, c'est le lien, justement, le lien social, de cultiver un lien qui te tire vers le haut, quoi, quelque chose de positif. Quoi. Ça me paraît vraiment fondamental. C'est des choses que tu transmets à ta fille? D'avoir ce lien avec ouais. Okay. Oui. Non, nous, on a beaucoup... elle est fille unique, donc c'était aussi compensé avec le fait qu'elle soit fille unique. Donc, il y a beaucoup... On a fait des soirées de pyjama depuis qu'elle a 2 ans, ma fille, à la maison, chez les copains. Elle part en vacances, là, elle est chez les grands-parents pendant 1 semaine. Et puis, tous les ans, on part en voyage. Donc, sur les salons, elle est en autonomie toute la journée. Donc, c'est elle qui fait son bail. Elle revient avec ses petites pierres. Elle va négocier. Elle prend 2-3 sous. Elle revient. Elle échange ses cadeaux, ses dessins. Ouais. Et en fait, elle interagit avec tout le monde. Et quand on est parti à Bali, c'était super étonnant parce qu'elle avait 4 ans. On a fêté ses 4 ans là-bas. Donc, vraiment, elle venait d'avoir 4 ans. On est allé sur la plage et elle rencontrait... En fait, on a pu rentrer dans des familles et débloquer des comptes parce qu'elle a rencontré les enfants sur la plage. Et que du coup, entre mamans, on s'est mis à parler alors qu'on ne parlait pas la même langue parce que c'était vraiment reculé à Bali. Et comme ça, on a pu intégrer la famille parce qu'ils nous ont invités à dîner parce que les filles étaient amies. Et en fait, elle n'a pas cette peur. Là, on l'a revue. On a fait une tournée en Savoie. Il y a des gens qui jouent à côté dans la salle, elle va voir l'enfant, elle dit bonjour, je m'appelle Tika, comment tu t'appelles? Et puis c'est lancé. Et je me dis, mais ça c'est génial en fait de ne pas avoir peur à 5 ans d'aller voir tout le monde. Et on a aussi le côté intergénérationnel parce qu'on a quand même des anciens à côté de nous et elle adore ça. Et il y a plein de choses qui se transmettent aussi. Elle a plein de papilles de cœur, de familles recomposées, adoptées, pas adoptées. Et du coup, c'est trop chouette de l'avoir évolué là-dedans. Et je pense que c'est la clé, en tout cas de l'amour du lien, aimer aller vers l'autre. Ouais. Tellement, ouais. Je serais vraiment ravi de l'interviewer dans 15 ans. Ouais, écoute. Elle commence déjà à faire les dédicaces sur les livres, sur les salons. Elle veut signer les livres et tout. Donc, peut-être même avant. Ouais, pourquoi pas avant, ouais. Tu sais, juste pour voir un peu l'évolution. Parce que, tu sais, ça me fait penser à un bouquin que j'ai écrit autour des écoles alternatives. J'ai interviewé une vingtaine de personnes qui sont adultes maintenant, peu importe ce qu'ils font, qu'ils soient chefs d'entreprise ou pas. Pour comprendre ce qu'ils sont devenus, tu sais, il y a tellement de courants alternatifs et les parents se posent beaucoup la question de comment mon enfant va devenir, tu vois, si je le laisse dans une école alternative. Et c'était passionnant de les rencontrer. C'est des gens qui se connaissent pas, mais il y avait tout le temps un tronc commun, sans spoiler le livre. Le tronc commun, c'était cette connaissance qu'ils avaient d'eux-mêmes, ce qui a été assez incroyable. Et peu importe par là où ils sont passés, des parents qui voyagent, Montessori, Steiner, Freinet, De Crowley, Summerhill, peu importe, il y avait toujours en fait cette connaissance d'eux-mêmes. Tu sais, un peu comme s'ils avaient décrypté leur propre mode d'emploi et ça leur permettait, un peu comme tes potes, de ce que j'ai compris, d'être vraiment alignés, en fait, d'être très heureux dans leur vie et peu importe ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Ou même si tu n'es pas aligné, de te rendre compte que tu ne l'es pas et te dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que je peux changer ou pas? Et on revient au choix, tu vois. Ouais. Mais c'est clair que c'est indispensable. Et c'est pour ça que je te disais que nous, on a fait le choix, parce qu'il n'y a pas d'école alternative à côté de chez nous. Il y en a une, c'est 1h15 de route. Donc, tu vois,
pas Ouais, ça fait possible quoi, beaucoup. sur le confort de vie. Mais de la mettre dans une école publique, après c'est des écoles de village, ils sont sur des doubles niveaux, c'est tout petit. Mais en se disant, en fait, ce côté apprends à mais connais-toi toi-même, bref, on reviendra que dans toutes les cultures, on peut le donner à côté. En fait, nous, l'école, ça reste quand même que de 9h à 16h30. Et après, selon les journées, on a plus ou moins le choix d'aller récupérer ses enfants à telle heure, mais ça laisse quand même une sacrée plage horaire dans la journée. Et à l'échelle de l'année, après, nous, on l'emmène tout le temps avec nous en tournée, parce que c'est hors de question que je la laisse 2 semaines en garde, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de temps dans l'année où on peut être avec eux et on peut leur apprendre ça. Et c'est comme quand elle va chez les grands-parents. En fait, nous, on lui a expliqué chaque maison a ses règles. Donc, à partir du moment où la règle, elle est respectueuse de quitter, tu suis la règle des autres. Le jour où c'est pas respectueux, tu nous en parles et du coup, on peut arranger les règles si ça va pas. Mais l'école, c'est pareil. C'est pas les mêmes règles qu'à la maison. On n'a pas le droit de parler pareil, on n'a pas le droit de se comporter pareil, mais c'est pas grave. Tu vas apprendre un autre modèle et c'est pas, si t'es pas d'accord, on en discute. Là, en ce moment, elle dit qu'elle peut pas s'asseoir à côté de qui elle veut à l'école et c'est frustrant pour elle de pas choisir. Et on en discute, ok, c'est comme ça parce que la maîtresse, il y a un ordre et qu'il y a plein d'enfants à gérer, etc. Et en fait, au lieu d'être frustré et de pas le dire, ça devient un sujet de discussion de, ok, pourquoi c'est intéressant pour toi? Pourquoi tu as besoin de choisir à côté de qui t'es assis? Et du coup, nous, quand on discute avec elle, mais avec Charlie, on apprend tout le temps. Et du coup, ça nous refait nous questionner sur nous, d'aller où la limite de ma liberté? Et c'est trop bien. Et c'est fascinant. Et en fait, c'est utiliser toute expérience comme ce qu'elle est, moyen d'apprendre et d'aller expérimenter. En fait, on fait une expérience dans un corps humain, donc autant utiliser toute l'expérience. Et en le prenant comme ça, alors je sais pas si c'est un discours de justification que mon cerveau de maman se fait, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça permet de vivre l'expérience pour ce qu'elle est, enrichissante, parce que toute expérience est enrichissante. Tu sais, on est dans... C'est pareil, c'est peut-être mon regard, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus en quête de sens. De plus en plus, tu sais, en tout cas, on l'entend souvent... Je pense que ces 5-6 dernières années, il y a encore plus la nouvelle génération d'ailleurs, j'ai le sentiment, tu sais, entre 20 et 35 ans, on va dire. Je vois que le titre qu'on a posé, justement, c'est que visiblement, tu es toujours en quête de sens. Le sens, oui, déjà, c'est un peu l'objectif d'une vie, de comprendre le sens de qu'est-ce qu'on est là, pourquoi on est là, c'est quoi l'incarnation. Et puis, au-delà faut la vivre, en fait. La vie, faut pas être que dans l'intellectuel et la recherche. À un moment donné, comme tu disais dans tes ateliers pour le congrès, il faut faire descendre dans le corps. Ouais. Et puis, il faut juste savourer ce pourquoi on est là. Mais évidemment qu'on est en quête de sens. Et le sens, il change à chaque instant. Enfin, je suis pas du tout la même que j'étais à 24 ans, que j'étais à 30 ans, que j'étais avant d'être maman, et que je serai dans quelques années. Et du coup, le sens, il est variable. Et moi, tant que j'apprends, j'ai besoin d'apprendre, d'expérimenter, de vivre des nouvelles choses, je suis bien. Et là, c'est ce que je disais en conférence, mais nous, on a la chance de... En fait, j'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Vous savez, on a tous des rêves. Bon, après, je voulais pas être cosmonaute. Le rêve de ma fille, c'est d'être cosmonaute. Donc, on est en train de voir comment ça peut être possible ou pas. Mais bon, vu ce qui se passe dans le monde, ça devient de moins en moins impossible d'aller dans l'espace. Mais c'est vraiment d'apprendre à ma fille, ok, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver? C'est quoi la liste? Eh bien, on le fait. Et là, on avait réalisé tous nos rêves. Donc, du coup, on a fait la réunion il y a quelques jours avec Charlie et Tika, ma fille, et de dire c'est quoi nos rêves. Et on s'est tous refait une liste de quels sont ces rêves de chacun. Et comment est-ce qu'on peut les réaliser, dans quel ordre, etc. Et il y a des grands rêves, comme aller voir les aurores boréales. Bon, elle sait être une sirène. Il y a des choses qui vont être plus compliquées que d'autres. Mais en tout cas, ne pas fermer la porte. Et toujours travailler dans le côté de quel est le rêve que je veux réaliser, pourquoi, qu'est-ce que ça amène. Et pour moi, c'est un peu dans la quête de sens aussi. Pourquoi on est là pour expérimenter? Ok, viens, on va expérimenter le plus de trucs possible, quoi. Alors attends, je sais pas si je me trompe, il me semble que tu as dit que tu avais réalisé tous tes rêves, mais du coup, tu en as encore ou pas? On fait des listes de nouveaux rêves, du coup. Ah, donc c'est quoi là, le nouveau? Là, c'était, donc je disais, aller voir des aurores boréales. Ça, c'était ma pour fille. toi, c'est ça? Ok. Ouais, mais du coup, je le partage aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait faire une randonnée en bivouac en âne. Ça, c'était le rêve de Charlie, donc on y va d'ici mois. Stevenson. Là, tu fais Stevenson. Ouais, voilà, c'est reprendre un peu les traces. En tout cas, c'est d'aller se balader dans la nature avec un âne et en famille. Puis, je sais plus. Il y avait sortir là les prochains livres et les prochains projets qui nous animent. Et pour ma fille, il y avait être une sirène et aller dans l'espace. On va aller acheter une queue de sirène, parce que j'ai vu que ça existait, qu'on peut nager. Voilà. Et c'est plein de choses, c'est des moments sympas. Et puis, c'est vraiment apprendre, et même pour nous, continuer de vivre le fait qu'en fait, il y a un rêve. Ok, on veut voir des aurores boréales, d'accord, c'est où? La Suède, le nord de la Suède. Est-ce qu'il y a des alliances françaises? Oui, ok, on va monter un projet, on va jouer le spectacle dans les alliances françaises, comment on fait? Et là, du coup, on est en train de monter un spectacle, de monter un circuit et de voir si on peut monter comme ça.
pour aller rencontrer des Français qui vivent là-bas et pourquoi pas récupérer des comptes et du coup faire un prochain livre. Et en fait, tout s'enchaîne, quoi. Encore que, tu as vu maintenant, là, depuis, je crois que ça fait 2-3 ans que ça arrive en France, on peut voir de temps en temps, il y a des aurores boréales hein, qui arrivent en France. Je sais pas si tu as vu ça. Ah non. Ah bah tu vois, ce serait plus facile, mais moins fun du coup. Ouais, c'est moins fun. Mais là, oui, je crois que ça fait 2-3 ans. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors bon, ça s'explique bien évidemment. Hein, mais il y a eu des aurores boréales dans des coins très précis en France. Et donc, c'était magnifique. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux parce que tout le monde prenait des photos, quoi. Donc, ouais, c'est pas nécessaire de repartir en Irlande, en Écosse ou en Finlande. Bah écoute, je peux revenir avec mes 20 contes suédois pour faire un trésor de sagesse sur le Grand Nord et toutes les histoires de là-bas. Je t'avoue que c'est assez fascinant aussi, puisque à travers ces histoires, on apprend toujours le même truc, en fait, d'aller apprendre, curiosité, rencontrer le monde. Donc là, on hésite entre ça. Il y a le désert marocain qui nous appelle aussi. Il y a le Mexique. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire, bon, dans quel ordre on le fait? Oui. Et en fait, comme on n'a pas cette peur de se dire que ça ne se fera pas, enfin, moi, je suis persuadée que rien n'est impossible et que tout se fait. Oui. Du coup, c'est vraiment apprendre plutôt à trier en priorisant. Après, tout est question aussi d'énergie et du temps que tu mets. Hein. Parce que, tu sais, parfois, je trouve dans le monde du développement personnel, on dit oui, mais j'ai demandé à l'univers. Bon, bah, tu peux demander à l'univers, quoi. Mais si tu fais rien derrière et que tu n'es pas dans l'action, il ne va pas se passer grand-chose quand même. Ah non. Il y a un des contes là sur Trésor de sagesse, c'est le conte des moineaux. Il est super bien. En fait, c'est des moineaux qui sont dans un champ. Et les enfants, il y a une maman moineau et ses deux petits oisillons. Et ils entendent, oui, bah, aujourd'hui, le fermier sort et dit aujourd'hui, je vais couper mon champ. Les oiseaux disent, ah, maman, il faut qu'on s'en aille et tout. Et le fermier, il dit, mes amis vont venir m'aider. Et la maman, elle dit, on reste là, ça ne bouge pas. Et le fermier, il s'allonge et il fait sa sieste. Évidemment, il ne se passe rien, les amis ne viennent pas. Et le lendemain, il dit, pareil, je vais couper mon champ, c'est ma famille qui va venir m'aider. Oh non, on s'en va, maman. Et la maman dit, non, on reste là. Et il s'allonge et la famille ne vient pas et le champ n'est pas coupé. Et le troisième jour, il se redresse, il se remonte les manches comme ça, il dit, bon, allez. Aujourd'hui, je coupe mon champ. Et là, la maman a dit, ok, on y va, c'est maintenant. Et il se met à couper son champ. Et à partir du moment où il s'y met, sa famille et ses amis viennent l'aider. Et c'est vraiment l'idée. Et c'est ce que j'apprends. Enfin, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on devrait en tout cas apprendre. Il faut mettre de l'énergie. Si tu mets pas d'énergie, il n'y a personne qui peut faire de ta vie ton rêve, en fait. Tu es le propre acteur de ton rêve. Tu es l'artiste de ta vie. Et si tu viens pas écrire et créer et déposer, mettre de l'énergie, il ne va pas se passer grand-chose. On est bien d'accord. Ouais. Et derrière tout ça aussi, il y a la notion de choix, je trouve, qui est quand même assez importante. Moi, je dis très souvent qu'on est la résultante des choix qu'on fait. Et là encore, en fait, chaque choix a une incidence, bien évidemment, sur beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut vraiment customiser sa vie sur mesure. Mais voilà. En fait, la croyance de base, et je commence ma conférence comme ça, si vous y croyez pas, c'est même pas la peine d'être là. Moi, je peux pas vous convaincre de ça. Tu peux écouter, mais en fait, si tu crois pas que tu peux faire de ta vie ce que tu veux, en fait, ça marchera pas. Ton cerveau et ton mental, ils vont venir bloquer tout ce que tu vas entendre qui va te permettre de le faire. Alors que si tu ouvres cette brèche de te dire, c'est comme dit Cré l'Ancien dans les commentaires, là, aide-toi et le ciel t'aide droit, je vais me mettre en premier, moi, d'abord, je vais arrêter de me sacrifier, et puis je vais d'abord, œuvrer pour moi, et ensuite, du coup, la famille, les amis, le ciel, l'univers, quelle que soit le chose que tu appelles, il viendra pousser dans ta direction. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Et une fois qu'on l'a fait, ça, on revient à ce qu'on disait sur le voyage. Une fois que tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te rends compte que c'est facile, en fait. Et il n'y a rien dans le... Non seulement c'est facile et c'est pas définitif. Tu vois, quand tu disais tout est choix, tu peux faire un choix dans ta vie. Et si tu t'es trompé, tu fais marche arrière. Nous, ça nous est arrivé de faire des choix, de dire on va monter une maison d'édition comme ci, comme ça, et de dire après, en fait, ça correspond plus du tout à ce qu'on veut, donc viens, on déconstruit. Hop, on s'est trompé. De dire, je vais monter une agence de voyage en Irlande et au dernier moment de dire, en fait, non, alors qu'on avait tous les premiers clients et tout, en fait, j'arrête, c'est pas ça ma destinée. Et en fait, rien n'est jamais grave, en fait, dans les choix qu'on fait, puisque rien n'est jamais permanent et que tout passe. Et que si c'est un choix qui t'éloigne de l'endroit où tu es au meilleur moment, au meilleur endroit avec les meilleures personnes, tu peux le défaire, ce choix. Il n'y a pas d'engagement à part avec sa propre promesse. Et le Geshe Lagdor, avec qui j'ai écrit le livre La cheminée vers le bonheur, il avait cette phrase. Moi, c'est vraiment mon mantra que j'offre à la résidence. Et c'est super simple. Et la phrase, c'est... Attention, c'est très simple, vous allez être déçus, mais je vous le donne quand même. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. C'est tout. Et c'est la seule promesse qu'on se doit tenir à l'échelle d'une vie. Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Alors oui, c'est au négatif, parce que si on dit je fais la promesse de rendre mon esprit malheureux, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas les mécanismes du bonheur inné, alors que les mécanismes de la souffrance, on les connaît beaucoup plus. Donc déjà, on sait ce qu'il ne faut pas faire.
Et puis, il y a un biais de négativité. Il y a ce fameux biais de négativité de l'être humain qui, par exemple, je te fais, je sais pas, 10 remarques négatives. Non, attends, c'est quoi? Attends, mince, c'est quoi? 10 compliments et une remarque négative. Voilà, 10 compliments et une remarque négative et tu vas retenir que la remarque négative. Ouais. Le biais de négativité. J'ai une dernière question pour toi, Charlotte, en t'écoutant, parce que je vois que le temps file. C'est une question aussi philosophique. C'est quoi l'amour pour toi? Oh ouais, d'habitude on me demande c'est quoi le bonheur. Là, c'est quoi l'amour? Je sais pas, c'est d'être entouré, d'avoir la sensation d'être entouré des bonnes personnes au quotidien. Et l'amour pour soi, c'est d'être la meilleure version, enfin d'être la personne qu'on a envie d'être. Il y a un côté plaisir. Parce que je réfléchis en même temps que je parle. Mais pour moi, l'amour, c'est vraiment d'être dans le plaisir de donner aux personnes et à soi-même. Ok. Si c'est l'amour en relation avec les gens et surtout avec soi-même. Et je pense que si on ne l'a pas débloqué sur soi, on ne peut pas trop le débloquer sur les autres. Ah bah non, c'est compliqué, ouais. Ça passe par soi. Ouais, nous, on travaille vraiment avec Charlie, à l'échelle du couple ou même de l'amour plus général des relations sociales, de ne pas être dans le sacrifice. Et c'est hyper compliqué quand on a grandi dans la culture judéo-chrétienne dans laquelle on a grandi en France, et qu'on soit religieux ou pas, là, le socle culturel français, il est judéo-chrétien. Et du coup, c'est le sacrifice. Parce que c'était en plus des générations d'après-guerre. Enfin, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Donc forcément, ils ont mis leur vie et leur bonheur entre parenthèses pour la survie du clan. Et c'est comment se dépatouiller avec ça. Enfin, moi, je fais un travail énorme sur les lignées. Avec les ateliers, j'amène les gens à travailler via l'écriture sur ça et venir couper ces liens et ces serments de sacrifice qu'on a fait. Parfois, c'est mes soirs, en fait. Je m'aime tellement qu'en fait, je suis la meilleure personne que j'ai rencontrée et j'ai envie de me donner ce qu'il y a de mieux pour qu'une fois que moi je sois rassasiée et bien, je puisse donner aux autres sans être dans le sacrifice. Et au Tibet, tu vois, ils ont un truc, ça définit le bonheur, mais ça peut définir l'amour aussi. Ils disent dans les temples, tu sais, tu as plein de petites bougies, des lampes à huile, et en fait, tu allumes une bougie, et avec une seule flamme, tu peux allumer des milliers de bougies sans jamais éteindre la première. Mais il faut allumer la première. Si tu n'allumes pas ta flamme, si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aller aimer les autres de manière plaisir qui ne te coûtera pas de l'énergie au point de te faire entrer dans une relation de sacrifice qui est presque morbide, je dirais. Tu vois, je veux dire un mot fort, mais c'est presque ça au final, quoi. Et donc, on travaille beaucoup sur cette notion d'amour qui est pas dans le sacrifice. Et ben, c'est pas évident dans les sociétés dans lesquelles on est, et avec les modèles qu'on a et ce qu'on a grandi. Et ça l'est encore moins quand on essaie d'avoir un amour filial de mère à fille, de dire il n'y a pas de sacrifice qui est fait pour toi, donc tu ne porteras pas ça. Et c'est là, pour le coup, c'est du réajustement. On marche sur un terrain inconnu, quand on avance au fur et à mesure. Et ça affine notre définition de l'amour, c'est juste donner à l'autre, être heureux du bonheur de l'autre et être heureux d'être à côté de l'autre. Je dis très souvent que c'est notre responsabilité citoyenne de s'occuper de soi. C'est un devoir. Le bonheur, c'est bien. Ça, c'est une partie 2 de ma conférence. Le bonheur, c'est bien plus qu'un droit, c'est un devoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Et que par contre, en Orient, ou en tout cas là où j'ai été dans les cultures tibétaines, ils l'apprennent aux enfants, en fait. Tu te dois d'être heureux. Parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Tout à fait. C'est en étant heureux qu'on change le monde. Et j'en suis persuadée que chaque minute passée dans cet état de je suis au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, même si là, il n'y a que soi, donc avec moi-même en tant que bonne personne, ça sert à apaiser le monde. Et que plus on va être de nombreux à ressentir ça le plus souvent possible, plus ça va s'apaiser d'une manière très pacifique à l'échelle de l'humanité. Ouais. Mais il faut déjà le ressentir une fois, tu vois, une fois que tu peux pas en fait parler de quelque chose que tu n'as pas mis dans ton corps et que tu n'as pas expérimenté. Mais tout le monde a déjà ressenti cette sensation de oh putain, ça dure 1 milliseconde, mais là je suis au bon endroit, je suis trop bien, je voudrais être nulle part ailleurs. Et ben quand ça vous arrive, réfléchissez, qu'est-ce que j'ai fait, je suis dans quelle situation, c'est quoi qui me donne envie de rester là, et cultiver ces sources-là le plus souvent possible. D'une manière ou d'une autre, hein, parce que parfois c'est pas forcément le même événement, la même situation qu'il faut revivre, mais tu peux ressentir la même chose dans d'autres types de circonstances. Ah ben oui. Ah non, mais évidemment, sinon on bougerait plus une fois qu'on aurait trouvé. Le but, c'est de maintenir cet état de je suis au bon endroit, au bon moment C'est pour ça qu'il y a le au bon moment avec les bonnes personnes tout le temps. Moi, je sais que je prends un pied à être dans ma voiture toute seule, c'est un truc de dingue, pas de musique, rien, le silence. Et quand je conduis dans mes petites routes Cévenol qui tournent, je suis au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. Et pourtant, je conduis. Et le Guéché, il disait quand on fait la vaisselle aussi. Par exemple, une tâche aussi simple que nettoyer son plan de travail ou faire la vaisselle. Ben, ça me fait plaisir de le faire parce que X ou X raisons qu'on met derrière. Et vraiment, cette idée, c'est d'être au bon endroit tout le temps. C'est marrant parce que j'allais le dire, j'adore faire la vaisselle, justement.
C'est un grand moment méditatif pour moi. Ah oui, mais le guichet disait, si tu n'as pas le temps de méditer assis, médite en faisant la vaisselle. Ne fais que la vaisselle en faisant la vaisselle et observe les pensées qui te traversent. C'est un super exercice. Tout à fait. Ça marche aussi sous la douche. Ouais, ça marche partout, ça marche sur le vélo, ça marche partout en fait. Il suffit de se concentrer. Merci beaucoup Charlotte pour notre échange, c'était passionnant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi Julien, puis merci à tous ceux qu'on fait vivre le live avec Dynamique sur le côté, c'était chouette. Yes. Rappelle-nous comment on te retrouve sur le web. Alors je m'appelle Charlotte Cruz et sur le web vous me retrouverez, il y a 2 sites, il y a www.lagoutecreative.com pour les jeux, les livres et tout ce qui est édition. Et si vous voulez venir écrire en atelier d'écriture et libérer et tout ce qu'on a parlé et cultiver le bonheur, ça s'appelle dédaldemot.fr. Dédale comme un dédale, un labyrinthe, dédaldemot.fr. Et là, il y a les résidences, les ateliers, les accompagnements. Et on vient se soigner tous ensemble. Merci beaucoup Charlotte, passe une belle journée. Avec grand plaisir à toi. Merci Julien, bye bye à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Et voilà les amis, c'était Charlotte Cruz. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était très sympa de discuter avec Charlotte. Et effectivement, je retrouve en elle un peu le portrait de toutes ces personnes que je peux croiser comme ça à travers mes voyages en France et ailleurs d'ailleurs. Ces personnes qui ont cette notion d'ouverture d'esprit parce que justement elles sont en mouvement et qu'elles voyagent, qu'elles se confrontent à d'autres cultures, à d'autres personnes, d'autres façons de penser, qui ont cette curiosité de découvrir la vie, le monde, l'être humain, qui se passionnent aussi d'eux-mêmes, d'essayer de comprendre leur propre mode d'emploi. Et c'est un peu le microcosme d'ailleurs que je me suis créé là depuis une 20aine d'années. Et ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de savoir qu'on est des millions de personnes comme ça. Et si vous voulez passer d'ailleurs un bon moment avec des personnes comme Charlotte, comme moi, parce que j'y serai, venez au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? C'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On passe vraiment un super moment humain, j'ai envie de dire, au-delà des conférences, des exposants, des ateliers. C'est vraiment un très bon moment humain. Et ça fait du bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.